La pensée et les hommes seraient-elles à l'heure militaire? Le 16 octobre prochain, à Luxembourgville, pour la 8e fois, vont se tenir les rencontres européennes qui, chaque année, s'efforcent d'aborder de manière approfondie, contradictoire, aussi intelligente que possible, un sujet important pour notre vie en société dans l'Europe. Cette fois, le sujet est d'importance puisqu'il s'agit de la chose militaire. Faut-il à notre Europe une armée intégrée? Défense de l'Europe ou Europe de la défense? Ceux qui ont rêvé l'Europe rêvaient d'une Europe pacifique. Et la voici qui envisage de se doter d'une armée européenne. Qu'en pensez-vous? Écoutez, qui ne rêve de vivre dans un environnement pacifique? Mais ceux qui ont conçu l'Europe ont aussi conçu une Europe qu'ils voulaient libre. Et une Europe dont ils voulaient qu'elle assure sa sécurité. Alors, ce que vous me dites, environnement pacifique, ça me fait penser à un certain nombre de discours qu'on entendait très fréquemment, il y a quelques années, les dividendes de la paix. Les dividendes de la paix, oui, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'après les gros budgets pour les gros équipements pour préparer une guerre massive en Centre-Europe, avec la disparition du mur de Berlin, l'écroulement de l'Union soviétique, on n'en voyait plus l'usage. Mais j'ai l'impression quand même que les choses ont changé ces derniers temps. Elles ont changé essentiellement ces dernières années. Exactement. Elles ont changé ces dernières années. Certains datent le changement en fait des événements du 11 septembre. Moi, je me demande si c'est pas un peu plus compliqué et s'il ne faut pas voir une sorte de double bang. Le changement dû à l'écroulement du mur de Berlin d'abord. On ne voit plus la Russie comme l'ennemi principal. D'ailleurs, à l'époque, on ne disait pas la Russie, on disait l'Union soviétique. Aujourd'hui, on redit la Russie, signe du changement. On ne voit plus donc l'Union soviétique comme l'ennemi principal. On commence à s'intéresser, dans les années donc 90, de nouveau à l'Europe de l'Est. Et on s'aperçoit que, dans les Balkans, du fait de tous ces changements, une source d'instabilité nouvelle apparaît. Et elle est de nouveau à nos portes. Elle n'est plus du tout de la même nature. Elle n'est plus en Centre-Europe. Elle est au flanc sud-est de l'Europe. Mais elle est là. Et on se demande comment régler ce problème qui risque de se propager. Et à ce moment, la faiblesse militaire de l'Europe a rendu les choses plus difficiles. Tout à fait, parce que, évidemment, si l'Europe avait eu les moyens militaires nécessaires à l'époque, elle serait sans doute intervenue toute seule. Mais vous savez bien qu'il a fallu que nos amis américains se joignent à nous, je dis nous en tant qu'Européens, pour que les crises, parce qu'il y en a eu plusieurs, des Balkans, aient un début de solution. Et 10 ans après, on voit que les choses se sont bien améliorées, mais on est loin d'avoir réglé le problème. On est loin d'avoir réglé. Et voilà que se surajoute un problème majeur auquel on ne s'attendait pas, qui est un problème mondial maintenant, le terrorisme. Alors, le terrorisme, donc ça c'est le deuxième bang, le double bang. Premier bang, coulement du mur, beaucoup de choses se passent. Et, j'ai oublié de le dire, c'est le premier bang, c'est très important. À partir du moment où on voit de nouvelles crises apparaître, il faut penser à de nouveaux moyens, de nouvelles techniques d'intervention. Et on s'aperçoit qu'au lieu de se préparer pour une guerre massive, on doit faire du maintien de la paix et on doit faire de la prévention des crises. Et puis tout d'un coup, le deuxième bang, et alors là, une menace nouvelle. Elle n'a pas vraiment d'état, cette menace nouvelle, le terrorisme international. Un terrorisme qui a tendance à se propager, à être massif. Alors, on peut dire, mais le terrorisme, c'est pas nouveau. C'est vrai qu'il y a toujours eu des terroristes et qu'il y a toujours eu des actions terroristes. Mais pas planétaires. Mais pas planétaires, et on ne devait pas les traiter de la même façon. C'était un problème de police, c'était un problème de justice, ça restait confiné à un territoire donné. Aujourd'hui, nous avons un problème qui est vraiment planétaire et qui prend une dimension nouvelle aussi parce qu'il n'est pas forcément lié à un État. Certes, il y a des États dits voyous, dits en faillite, qui vont sans doute laisser un certain nombre d'organisations terroristes s'installer dans leur pays, voire même les aider. Mais les choses se sont bien compliquées parce que d'autres groupes mafieux, des groupes qui ont des intérêts que vous n'imaginez pas autrefois, peuvent aujourd'hui prendre des décisions d'agresser des groupes, des pays, des institutions,
sans qu'il y ait une rationalité évidente. Nous sommes donc dans cette situation où nous devons faire face à des difficultés majeures, nouvelles et généralisées. L'Europe va se doter d'une armée, tôt ou tard. Nous sommes ici à l'OTAN, monsieur le secrétaire général adjoint. L'OTAN inclut les États-Unis. Une armée européenne ne serait pas une armée liée organiquement aux États-Unis. Comment les choses vont-elles se passer ? D'abord, laissez-moi vous dire que, quelle que soit la manière dont l'armée européenne sera organisée ou devra intervenir, elle sera composée d'officiers et de soldats et d'équipements européens qui seront aussi à la disposition de l'Alliance si besoin est. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation où on ne peut pas imaginer d'avoir une armée européenne et une armée de l'Alliance. Les composantes de ces armées seront les mêmes, sauf que dans un cas, dans l'Alliance, nous aurons aussi les Canadiens, les Américains, les Turcs et d'autres nations qui appartiennent à l'Alliance. Donc les opérations éventuelles se feraient, j'ai envie de dire, à la carte, selon des géométries variables, avec des participations chaque fois repensées. Eh bien, c'est exactement ça, oui. C'est une participation à la carte, c'est vrai, en fonction des intérêts politiques ou des avantages politiques que les nations souveraines trouveront. Donc une armée européenne ne signifierait pas nécessairement un anti-américanisme dans la politique militaire. Ah ben, je l'espère. Moi, vous savez, j'ai passé toutes les premières années de ma carrière à construire l'Europe. Alors, dans un domaine particulier qui était l'armement, mais enfin, quand même, presque 20 ans de carrière dans ce domaine. Et je suis aujourd'hui à l'OTAN. Si je n'avais pas pensé qu'il puisse y avoir une complémentarité entre les deux, je pense être suffisamment logique pour n'avoir pas accepté ce poste. Non, la complémentarité, pour moi, est essentielle. Mais on peut même aller plus loin. Dans certains cas, ça peut être un groupe de nations, simplement, qui décideront de faire quelque chose ensemble parce qu'ils y verront un intérêt pour leur sécurité ou parce que d'autres leur diront faites-le, vous êtes mieux à même, vous avez une meilleure connaissance ou une meilleure capacité pour le faire. Donc, complémentarité, vous savez, je crois que c'est le maître mot actuellement entre les grandes organisations internationales de sécurité. Cette structure, cette force européenne intégrée que vous venez d'évoquer, vous la voyez pour quand ? Opérationnelle. On peut dire que, d'une certaine façon, elle existe déjà. Bon, elle existe déjà de façon un peu expérimentale, embryonnaire, enfin, choisissez le mot que vous voulez, je ne veux pas faire de la diplomatie ici. Mais elle existe. Et petit à petit, plus les expériences sur le terrain se développeront, plus cette force aura ses capacités à intervenir. On a bien compris que la stabilité de l'Europe, la sécurité de l'Europe demandait un certain nombre d'initiatives en matière de défense, non seulement à l'intérieur de l'Europe, mais aussi sur les glacis de l'Europe. Et cette prise de conscience a fait que le sujet de la défense est venu sur l'avant-scène. Il faut, pour une telle démarche, un cadre institutionnel. Il faut des textes. Où en est-on ? Qu'est-ce qui est déjà acquis ? Je pense qu'il y avait déjà un certain nombre d'éléments acquis dans les traités de Maastricht, traité d'Amsterdam. Mais la Convention pour l'avenir de l'Europe, qui a élaboré le projet de constitution, cette convention a pour la première fois, je pense, mis le sujet sur la table publiquement, a débattu publiquement et a élaboré une base juridique pour une perception plus globale du sujet de la défense, c'est-à-dire non pas tellement le sujet étroit de l'armée, parce que l'Europe n'est pas mûre pour une armée européenne, mais pour un certain nombre d'initiatives en matière de prévention des crises, en matière de lutte contre le terrorisme, en matière de, par exemple, d'aide aux pays tiers dans cette lutte contre le terrorisme, en matière aussi de solidarité entre les États membres dans les cas d'une attaque soit terroriste, soit extérieure. Donc ces sujets-là ont été précisés et élaborés dans la Constitution. Vous dites l'Europe n'est pas mûre pour une armée européenne, mais cette armée, elle existera un jour. Elle existera peut-être, mais non pas de la façon classique que l'on connaît. Elle existera peut-être de manière virtuelle,
Vous savez que dans la Constitution, il y a la coopération renforcée en matière militaire, entre autres, et c'est là le début d'une armée européenne virtuelle. Mais je pense que pendant très longtemps encore, les États membres voudront rester maîtres de leurs soldats qu'ils enverront sur les théâtres d'opération. Ils ne voudront pas donner à un état-major européen le droit de décider cela pour eux. Donc, armée virtuelle, possibilité de mettre à disposition des capacités militaires, possibilité d'un état-major commun, possibilité aussi d'être à plusieurs au lieu d'être à 25 pour faire cela. Donc une défense, si vous voulez, à étages multiples. Oui, et à géométrie variable. À géométrie, voilà. Pourrait-on dire. Quelles sont les étapes immédiates que vous voyez s'annoncer dans les années qui viennent? Mais comme je l'ai dit, les coopérations renforcées, c'est-à-dire la coalition de ceux qui peuvent, contrairement à la coalition qu'on a souvent faite en Europe de ceux qui veulent. C'est-à-dire les États membres qui peuvent mettre à disposition des capacités militaires suffisantes, qui vont se mettre ensemble et qui ensuite vont systématiquement développer cette coopération. C'est un pas supplémentaire par rapport à ce qu'on a déjà fait. Je dois rappeler quand même qu'on a fait de la prévention de crise. Les missions de Petersberg existent, ont déjà joué, mais on a bien compris que cela ne suffit pas pour vraiment mettre l'Europe en état de marche en matière de défense. On a une situation, si on la compare aux États-Unis, où on voit que le nombre d'hommes ou de femmes sous les drapeaux est à peu près identique, même peut-être un peu plus élevé en Europe. Par contre, les Américains dépensent 2 fois plus que les Européens pour leur défense. Alors, il y a un problème. Alors, en fait, les Américains dépensent à peu près 4% de leur PIB pour leur défense et en Europe, c'est 1,9%. Certains pays d'Europe, comme l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France, ont des taux nettement plus élevés, et en particulier la France et le Royaume-Uni qui montent jusqu'à 2,5% de leur PIB. Par contre, il y a d'autres pays, et surtout des petits pays, où là le taux est beaucoup plus bas. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que nous allons devoir monter jusqu'à 3 voire 4% partout en Europe, comme aux États-Unis? Non, je crois que tout d'abord, que si chacun continue à dépenser aujourd'hui, à dépenser la même chose, on pourrait faire beaucoup mieux. On pourrait avoir une action beaucoup plus intégrée, beaucoup plus économique, plus efficace, en rassemblant les moyens plutôt qu'en agissant de façon dispersée. S'il y a 25 armées différentes, il y a automatiquement 25 états-majors, 25 bureaux d'études stratégiques, 25 agences d'armement, etc. Donc le fait de se rassembler va déjà permettre de faire beaucoup plus avec les mêmes moyens. Est-ce qu'il n'y a pas tout de même... est-ce qu'on ne traîne pas un peu les pieds dans les différents pays qui constituent l'Europe pour ne pas arriver justement à un commandement général où chacun garderait le contrôle de son armée? C'est très bien. D'ailleurs, dans les actes communautaires, que ce soit les anciens traités ou même dans le projet de constitution, on continue à dire que même s'il y a un renforcement des efforts de défense européens, les dépenses seront toujours supportées par les États nationaux. Et il n'y aura pas de budget européen de la défense. Donc ça a été bien acté dans la Convention européenne. Mais ceci dit, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des choses en commun. Et notamment, dernièrement, au mois de juin 2004, on vient de signer à Luxembourg l'acte législatif qui crée l'Agence européenne d'armement, qui va permettre d'avoir toute une série d'actions communes dans les équipements militaires, que ce soit les avions, les hélicoptères, les missiles, etc., qui permettront de rationaliser l'effort qui est demandé à chacun des pays. Si nous avions eu, à l'époque,
une défense européenne réelle, intégrée, est-ce que les choses se seraient mieux passées dans les Balkans, au Kosovo, en Serbie? Là, c'est la coopération entre les politiques européens, les hommes politiques européens et l'OTAN, parce qu'à ce moment-là, c'était l'OTAN, qui ont permis d'agir dans les Balkans, avec la présence et l'appui américain. Mais si on regarde la situation aujourd'hui, 80% des forces qui sont aujourd'hui dans les Balkans sont des forces européennes, et notamment en Macédoine, donc l'ancienne République yougoslave de Macédoine, où là, ce sont uniquement les Européens qui sont présents. Vous diriez que cette armée européenne, cette force intégrée européenne, va dans le sens de l'histoire? Ça va dans le sens de l'histoire, dans le sens de l'intégration européenne, dans le sens du fait que les guerres à l'intérieur de l'Europe, et c'était le premier objectif de l'Union européenne et de la communauté européenne, c'était d'éviter les conflits internes, c'était d'avoir une Europe de la paix. Ben, cette Europe de la paix, on la garantira aussi vis-à-vis de l'extérieur, et pas seulement à l'intérieur. La meilleure façon de faire progresser l'idée de défense européenne, c'est d'être concrètement actif sur le terrain. Nous le sommes. Nous l'avons été en Ituri, au Congo, avec la France. On a hissé le drapeau européen sur cette défense, sur cette opération. Nous sommes en Macédoine. Demain, nous allons reprendre l'opération à Kaboul avec l'Eurocorps. Donc, incontestablement, sur le terrain, l'Europe de la défense progresse, elle avance. Et c'est une Europe de la défense qui est résolument tournée vers les opérations de maintien de paix. Et donc, je crois que c'est surtout là que nous retrouverons nos militaires. C'est d'ailleurs pour ça que nous les formons. Je crois que nous sommes sur la bonne voie parce que l'Europe de la défense a commencé après les autres projets, mais nous sommes aujourd'hui plus en avance. Par exemple, l'Agence européenne de défense existe aujourd'hui. C'était un projet défendu par les Belges. Le quartier général, que certains appellent cellule de planification ici à Bruxelles, va voir le jour. Et tous les points que nous avions mis à notre ordre du jour ces dernières années sont en train de se concrétiser. Par exemple, la formation de nos pilotes avec les Français à Cazaux, dans le sud de la France. C'est vraiment là aussi l'Europe de la défense, comme l'achat en commun des avions de transport destinés à remplacer nos C-130. C'est l'Europe de la défense concrète sur le terrain. La défense européenne, ce serait l'Europe, sans le Canada et sans les États-Unis. Comment ça s'organise? Mais tout d'abord, il y a ceux qui placent en opposition la construction européenne et la transformation de l'OTAN. La transformation de l'OTAN est indispensable parce que le monde a aussi changé pour l'OTAN. Et donc, la construction d'une défense européenne est quelque chose d'indispensable aussi. On ne peut plus concevoir aujourd'hui qu'une puissance économique, démographique, sociale, comme l'Europe, soit dépourvue d'une réelle politique étrangère appuyée par une politique de défense. Et donc, en clair, l'Europe de la défense est une nécessité, elle est inscrite, donc elle se fera. Mais donc il faut faire comprendre à ceux qui résistent encore aujourd'hui ou qui freinent un petit peu à la construction de cette défense européenne que c'est un projet qui est complémentaire à d'autres projets de transformation de l'OTAN. C'est simple à comprendre. Nous avons un seul ensemble d'hommes, un seul ensemble de matériel, un seul budget. Donc si nous travaillons correctement au niveau européen, nous allons être plus efficaces, nous allons être interopérables. Et si nous sommes efficaces au niveau européen, nous serons efficaces pour les autres organisations dans lesquelles nous nous trouvons. Donc il y a une réelle complémentarité et pas une opposition. Mais comment ferez-vous, vous, votre successeur, pour distinguer des devoirs envers de l'OTAN, des devoirs envers de la défense européenne face à certaines situations bien concrètes, bien précises? Mais la défense européenne a aussi pour objectif de permettre à l'Europe, à ses autorités, de décider d'agir ou de ne pas agir en un endroit donné de l'Europe à ses frontières ou à l'extérieur. Et donc, c'est l'autorité qui prendra la décision, qui déterminera quels sont les instruments mis en œuvre. Et je crois qu'effectivement, nous réagirons peut-être différemment selon nos
convictions politiques, selon nos approches des problèmes. Nous sommes peut-être plus sensibles au compromis, nous sommes sensibles à une démarche, une approche plus pacifique peut-être. C'est ça qui fait la différence entre l'Europe, d'aucuns ont dit un jour la vieille Europe, et d'autres. Nous ne pouvions pas ne pas rencontrer un militaire. Nous avons donc invité en studio un homme de métier afin de lui demander ses réactions par rapport aux propos qu'avaient tenus les civils que nous avions interviewés. Il faut savoir que si notre hôte est militaire, il n'est pas pour autant insensible aux valeurs de la laïcité. Est-ce que la laïcité n'est pas souvent revêche, rebelle à l'action militaire? Mais vous savez que j'ai une certaine expérience du monde laïque et de très longue date. Effectivement, le monde laïque n'est pas spécialement militariste, moi non plus d'ailleurs. Je suis militaire, je suis au service de la sécurité de nos concitoyens et je crois que c'est une activité éminemment respectable. Il suffit de se rappeler ce qui s'est passé depuis 10 ans dans les Balkans pour se rendre compte que si on n'a pas une armée, on risque de recevoir chez soi l'armée de quelqu'un d'autre. Et donc, notre désir de contribuer à la paix est tout à fait évident et va dans le sens de ce que souhaite, je crois, l'immense majorité des laïcs. Est-ce que l'Europe, telle que elle a été conçue dans ses débuts, est encore la même Europe aujourd'hui depuis la chute du mur de Berlin et depuis surtout le début de ce troisième millénaire en fanfare, si j'ose dire? D'abord, l'Europe n'est plus du tout la même. Les 6 États fondateurs de 1958 sont maintenant devenus 25, 450 millions d'habitants. C'est donc à l'évidence une superpuissance mondiale qui, malheureusement, depuis le début, pâtit de l'échec de la communauté européenne de défense en 1954. Cette Europe a toujours été un géant économique, mais un nain politique. Et si elle est un nain politique en partie encore au jour d'aujourd'hui, c'est parce qu'elle n'est pas suffisamment dotée d'un outil militaire crédible. Vous venez de visionner les interviews que nous avons réalisées pour traiter ce sujet. Vous êtes d'accord avec ce qui a été dit ou bien sur certains points prenez-vous vos distances? Vous qui êtes un homme de métier. Je suis un homme de métier, mais mon métier, c'est, comme vous l'avez dit tout à l'heure, administrateur militaire. Donc je me suis par exemple occupé de créer la base légale en droit belge des accords de coopération internationale. J'ai participé à la mise en place du programme de l'Airbus A400, l'acquisition ou l'entrée de la Belgique dans le programme de satellite Helios, etc. Ça, c'est un volet de mon activité. D'autre part, je m'occupe de formation dans le contexte de l'école royale militaire. Donc je ne suis pas vraiment un spécialiste des opérations, un spécialiste du domaine politico-militaire, mais j'ai constaté une très grande convergence de vues entre un fonctionnaire européen, le ministre belge, un député luxembourgeois ou un secrétaire général de l'OTAN. Il est clair qu'il y a sur la plupart des points une très grande convergence. Nous n'aurions pas eu Vukovar, nous n'aurions pas eu Srebrenica s'il y avait eu un outil valable de défense européen à l'époque, j'en suis convaincu. Et je crois que ce désastre devrait monter à tous nos concitoyens qu'il y a un grand effort à faire dans ce domaine. En tout cas, dans mon domaine actuel de la formation et de la recherche scientifique, j'y travaille activement puisque l'école royale militaire dispense ses cours non seulement à des Belges, non seulement à des pays du Nord Afrique ou du Centre-Afrique avec lesquels nous coopérons, mais aussi nous avons des élèves hollandais, français, aussi bien des gens de Saint-Cyr que de Salon de Provence, par exemple, et nous envoyons certains de nos élèves à l'étranger. Il y a une dizaine d'années, si je ne me trompe, qu'il n'y a plus de conscription en Belgique et que la Belgique a une armée de métier. Est-ce que ça a changé les choses, notamment pour le point qui nous préoccupe d'une armée européenne? Ça change évidemment les choses. Personnellement, j'étais assez attaché à l'idée que se faisait Jean Jaurès de la nation en armes. Je pense que ça faisait partie de la citoyenneté, mais bon, le pouvoir politique et nos concitoyens en ont décidé autrement, à la suite des Anglais dans les années 60, des Américains dans les années 70. Et finalement, je constate que la plupart des pays européens, la France, les Pays-Bas, sont en train de nous emboîter le pas. Et donc, je constate qu'il y a un phénomène de société et que l'armée de métier correspond véritablement au jour d'aujourd'hui à la volonté de nos concitoyens dont nous en
prenons acte, nous nous adaptons. Et je constate par exemple que la façon dont nous avons fait muter la formation à l'école militaire au début des années 90, sous le commandement du général Palink, eh bien, nous permet d'avoir maintenant une sérieuse longueur d'avance sur les écoles militaires françaises qui sont en train de faire l'apprentissage de l'armée de métier, alors que Charles de Gaulle avait été un auteur prémonitoire en la matière dans les années 20 et 30. En ce qui me concerne, je constate aussi qu'il est beaucoup plus facile pour le pouvoir politique d'envoyer en opération de maintien de la paix en Macédoine ou dans l'Itourie des soldats de métier. Je ne sais pas trop comment les gouvernements auraient pu expliquer à des pères et mères de famille qu'il convenait d'envoyer des miliciens faire ce genre d'opération. Ça aurait été politiquement extrêmement difficile, je pense. Donc la manière dont l'Europe pour le moment organise sa défense vous paraît à vous, homme de métier, je répète l'expression, sur le bon chemin? Je pense que depuis Saint-Malo, en 1996, l'Europe a fait des pas de géant qu'elle aurait dû faire depuis bien longtemps. Mais malheureusement, nous ne sommes pas encore très très loin. Comme l'a dit le ministre de la Défense, nous sommes en train de mettre en place une formation européenne des pilotes. En 1999, c'était à peu près impossible à envisager. Donc les esprits évoluent vite et bien et nous y travaillons activement.